Parfois, pour vivre quelque chose d'extraordinaire, il faut aller dans un endroit extraordinaire. L'Australie, la plus grande île du monde, où la nature a évolué différemment d'ailleurs. Des forêts tropicales ancestrales, des étendues arides et immenses. Et le plus grand récif corallien de la planète, rassemblé dans ce pays exceptionnel. Des animaux que je rêve de rencontrer, tant d'espèces étranges et uniques. Mais aussi certains animaux parmi les plus dangereux de la planète, semblant sortis tout droit de Jurassic Park. L'idée de faire un road trip pour y observer la faune sauvage était née. Nous partons pour un safari en Australie. Good evening, ladies and gentlemen. This message is for Norwegian passengers traveling on Norwegian flight DY7114 with service to Rome. C'est le début du voyage et je suis rejoint par Alex, un copain, lui aussi passionné de faune sauvage. On vient de quitter Brisbane, on a récupéré la super voiture qui va nous servir pour les 4000 km de périple jusqu'à Cairns. Sans perdre un instant, nous partons explorer les forêts tropicales et les forêts d'eucalyptus pour essayer d'observer un maximum d'animaux. Un safari, c'est une expédition pour observer la faune sauvage dans son milieu naturel. Et c'est exactement notre objectif. Alors c'est sûr, je suis impatient de rencontrer mon premier kangourou, mon premier dingo. Mais l'Australie, c'est aussi beaucoup d'animaux dont on parle moins, à l'image de tous ces oiseaux dont les chants font résonner la forêt. Putain, les bruits sont fous. Contrairement à Alex, c'est la première fois pour moi en Australie. Donc tout est nouveau. Surtout que beaucoup de ces espèces sont endémiques, donc ne vivent nulle part ailleurs. C'est déjà presque la fin de notre première journée et nous nous remettons en route. Dans un pays grand comme 15 fois la France, on passe beaucoup d'heures à conduire pour atteindre différents écosystèmes et donc différents animaux. On se réveille avec un paysage très différent. On est maintenant en bord de mer. On vient de se réveiller, c'est le deuxième jour. Hier ça a été incroyable, plein d'oiseaux et j'ai vu mon premier marsupial. On s'est installé au bord de l'eau pour dormir et ce matin on va aller voir ce qui se passe dans l'océan. Sur la côte, des plages et des mangroves. Mais notre destination est au large, un rocher isolé, où nous espérons rencontrer une espèce au bord de l'extinction. La visibilité est faible. De nombreuses intempéries, et même un cyclone, ont touché la région pendant les dernières semaines. Les eaux troubles dévoilent un relief sous-marin spectaculaire, fait de failles, de canyons et de pics rocheux. Au milieu des poissons, je vois une silhouette apparaître, majestueuse, presque irréelle. Elle semble nous observer, s'approcher, puis tourne autour de nous, comme curieuse de notre présence. Des bancs de poissons tourbillonnent autour de nous. La grande barrière de corail n'est pas loin, et les fonds marins regorgent de vie. L'eau est à 24 degrés, nous sommes à 30 mètres de profondeur, et nous enchaînons les plongées. Ces falaises sous-marines attirent ici plusieurs espèces de requins. Le requin tapis, le requin zèbre. Et puis d'un coup, ça y est, voilà l'espèce que nous voulions observer.
Les requins-taureaux, massifs et impressionnants avec leur gueule proéminente, nagent calmement le long du tombant rocheux. Ces requins de 2,50 m passent paisiblement, à quelques mètres de nous, et ne semblent pas gênés par notre présence. Leurs yeux pâles me fixent brièvement, mais leur présence impose le respect, pas la peur. Nous nous sentons minuscules, immergés dans un monde où nous ne sommes que des visiteurs. Alors qu'on est concentré sur les requins à proximité, du mouvement attire notre attention au-dessus de nous. C'est tout simplement incroyable. On plonge maintenant avec un banc entier de requins-taureaux. Et quelle chance on a de les voir aussi nombreux. Il reste aujourd'hui moins de 3000 requins-taureaux dans l'est de l'Australie. Ce rocher sur lequel nous plongeons est en fait le seul site de gestation connu au monde pour cette espèce. La plongée touche à sa fin et le palier de sécurité approche. Mais cet endroit nous réserve une dernière surprise. Un requin léopard curieux vient nous rendre visite alors qu'on entame notre remontée. Un bel au revoir pour une plongée inoubliable. Mètres de requin ? Au moins 30 à 40. Les jours s'enchaînent et on les passe à marcher et à explorer les parcs nationaux. Sur le terrain, nos journées sont calées sur l'activité des animaux. Une grande partie de la faune ici est nocturne. Le jour, elle se cache et attend la fraîcheur. Le réveil sonne bien avant l'aube, pas pour le plaisir du lever matinal, mais parce qu'on le sait. Plus on commence tôt, plus on a de chances de croiser quelque chose. On ne rentre jamais avant que le soleil soit complètement couché, parce qu'au crépuscule, les animaux recommencent à sortir. Et entre ces deux fenêtres, la journée est plus calme. Nous, on en profite pour explorer différents habitats et observer les animaux qui ne sont pas cachés. On est fatigué parfois, mais toujours motivé par cette possibilité, celle de croiser un regard ou un comportement rare. Ce rythme nous permet une chose précieuse, être vraiment en phase avec le vivant. On est maintenant en chemin pour un endroit très spécial, la plus grande île de sable du monde, où le moyen le plus efficace de se déplacer, c'est de conduire en 4x4 sur des plages désertes. Qu'est-ce que tu veux voir là-bas? Des dingos. T'es stressé? Ça va. On verra si je m'en sable ou pas. Les roues mordent le sable, et puis ça y est, on y est. La plage devient une route naturelle, bordée par l'océan à perte de vue. Les paysages sont sauvages et s'étendent à l'infini devant nous. Conduire ici, c'est s'adapter aux éléments, le vent, le sable, les marées. Et puis, au loin, une silhouette qui vadrouille sur la plage. Il est là, l'un des habitants les plus emblématiques de l'île, le dingo, un chien sauvage australien
unique en son genre. Pas tout à fait chien, pas tout à fait loup. Il vit ici depuis des milliers d'années, parfaitement adapté à son environnement. Il est à la fois symbole de liberté et de danger potentiel. Il nous observe, approche lentement, prudemment, testant notre réaction. On s'immobilise, à la fois fasciné et sur nos gardes. Et puis, contre toute attente, il s'allonge, juste devant nous, détendu, confiant. Un moment rare et magnifique. On reprend la route, cette fois vers l'intérieur de l'île. Des pistes de sable serpentent entre les forêts denses, les fougères et les eucalyptus. On avance lentement, secoué, mais concentré sur la conduite. Le chemin de sable nous amène à un lac aux eaux cristallines, un joyau caché au cœur de l'île. Alors on se jette à l'eau, pour aller découvrir ce qui se cache dans les roselières. L'eau est fraîche, et sous la surface, c'est un autre monde. Des tortues ont trouvé refuge entre les roseaux. Discrètes, mais essentielles à leur écosystème, j'en compte plus d'une vingtaine, en train de se reposer sous la surface du lac. Nous avons repris la route, choqués par tout ce que cette journée nous réserve. Et là, au détour d'une dune, un groupe, 8 dingos. C'est la saison du rut, un moment où les groupes sont plus actifs que d'habitude. On les voit se figer, nous repérer. Ils s'approchent, trop près, trop vite. Mon cœur s'accélère. On recule, lentement, sans bruit. À cet instant, on vient de comprendre réellement ce que notre voyage signifie. Une immersion dans le brut, le sauvage, avec sa part d'émerveillement et de danger. Il nous jauge, puis, comme s'il nous avait compris, il tourne les talons et disparaît entre les dunes. Incroyable. Une meute de dingos. Et t'as failli te faire bouffer. Un dingo, 2 dingos, 3 dingos, 6 dingos. On plante la tente au milieu de nulle part. Pas de camping aménagé ce soir. Ici, les dingos rôdent et on sait qu'on doit rester vigilant. Pas de nourriture dehors, pas d'imprudence, mais quelle sensation de liberté. Au petit matin, tout est calme. Sur la plage, des dizaines de méduses et de poissons morts, rejetés par l'océan pendant la nuit. Un dingo profite du festin. Il est temps pour nous de quitter cette île qui nous a tant impressionnés, ce fragment d'Australie où le monde sauvage règne encore en maître. Ici, on apprend à cohabiter avec la faune, à suivre les règles de la nature.
les limites de l'outback australien et on a 9 heures de route qui nous attendent. La route est longue, mais loin d'être monotone. Les paysages défilent et se transforment, forêts, prairies. Puis, c'est le bush australien, un paysage aride, mais vivant. Sur les bas-côtés, il n'est pas rare de croiser des animaux, ou de se retrouver bloqué par du bétail. Encore 2 heures. C'est pas mal long là. La fatigue s'accumule, mais bientôt, le bush nous rappelle pourquoi nous sommes venus jusqu'ici. Dans les herbes hautes, je les vois, mes premiers kangourous. Je viens de croiser l'animal le plus célèbre d'Australie. On arrive enfin à destination. Un paysage de falaises, de forêts et de rivières qui serpentent entre les gorges. On va camper ici ce soir. Levé tôt ce matin, je suis en route pour aller voir le platypus ou l'ornithorynque. C'est un marsupial aquatique qui est nocturne. Et la meilleure chance de les voir, c'est à l'aube ou au crépuscule. Je croise les doigts. Je suis donc à la recherche de cet étrange mammifère, mi-castor, mi-canard, qui vit ici dans les cours d'eau tranquilles. On dit qu'il est difficile à voir, donc j'y crois pas trop. Je scrute le ruisseau, rien. Puis après seulement quelques minutes de recherche, des bulles, un léger remous, et là, juste en face de moi, un platypus apparaît à la surface. Il nage paisiblement, sans se soucier de moi. Le platypus est un des seuls mammifères au monde à pondre des œufs. Il est si particulier qu'à sa découverte, les scientifiques européens ont cru à un canular. Pourtant, il est bien réel, et aujourd'hui, j'ai eu la chance de l'observer. Alex me rejoint et la suite de la journée s'annonce très chargée. On est parti pour une marche de 20 km. Il y a pas mal de marsupiaux dans ce parc, des wallabies, des kangourous. Donc on va voir ce que ça donne. Ce qui me frappe immédiatement ici, c'est la végétation luxuriante, tellement différente du reste du bush australien. Ces gorges sont un véritable refuge naturel, un microclimat qui tranche radicalement avec les terres sèches qui l'entourent. Les sources et les ruisseaux coulent ici presque toute l'année, attirant de nombreux animaux. Et parmi eux, des kangourous, qui appartiennent à la famille des marsupiaux, des mammifères dont les bébés grandissent dans la poche de leur mère. Les heures défilent pendant que nous continuons à progresser dans les gorges. Ici, il y a des gigantesques fougères arborescentes. Vestiges vivants de l'ère préhistorique, certaines mesurent plus de 4 mètres de haut. On marche dans des canyons étroits, presque secrets. L'écho de nos pas résonne sur les parois. Ici, les aborigènes vivaient il y a des milliers d'années, et ils ont laissé leurs traces. Des empreintes de mains, des formes symboliques vieilles de 3500 ans, les témoins d'une présence ancestrale.
Alors que les 20 km de départ se sont transformés en 30 km de marche, nous croisons un groupe de wallabis, ces marsupiaux souvent si discrets. Enfin, nous grimpons jusqu'à un promontoire. Là-haut, le panorama est à couper le souffle. La forêt s'étale jusqu'à l'horizon. Et je réalise alors que nous ne sommes qu'à la moitié de notre aventure en Australie. La suite de ce voyage va nous emmener ailleurs, à la recherche d'un oiseau préhistorique, des mystères d'une épave et du crocodile le plus dangereux de la planète. Et c'est la fin de cette première partie de notre voyage sur les traces des animaux d'Australie. On se retrouve très vite pour la deuxième partie.